Clémé. Bonjour. Bonjour. Exceptionnellement, nous ne présentons pas un livre, peut-être pas une vie, une œuvre, mais quand même un expert dans une matière, un domaine qui nous est très cher, nous autres Parisiens, et on peut dire franciliens, qui est celui du Grand Paris, qui est fait sur Paris, l'avenir de Paris, et qui est quand même un pari, semble-t-il, hasardeux. Et là, maintenant, je te laisse tout de suite la parole. Ou même raté. Peut-être une mise en perspective rapide. On a commencé à parler du Grand Paris en 2007 sous Sarkozy, qui avait lancé un grand concours d'architecture. Il y avait une dizaine de grands architectes de renommée internationale qui ont travaillé. Il y a eu une exposition au Trocadéro. Et à partir de là, il y a un problème sémantique avec tout ça, parce qu'on parle de Grand Paris depuis sans arrêt tout le temps. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, au démarrage, c'était en lien avec ce qui a affleuré à l'époque, notamment après les travaux de Saskia Sachen, les villes-mondes qui étaient vraiment présentées comme le nec plus ultra de la mondialisation heureuse. Il fallait impérativement être une métropole pour avoir de la mobilité, de l'attractivité. Il fallait que tout le monde bouge tout le temps. C'est là que se créerait la richesse. Et c'était dans les métropoles que se situait clairement l'avenir. Alors ensuite, on a eu un enchaînement absolument infernal, avec très vite ensuite quelque chose, c'est la création, en juin 2010, toujours à l'initiative de Sarkozy, de la Société du Grand Paris. Donc on a la grosse pancarte Grand Paris. La Société du Grand Paris, c'est l'organisme à qui va être confiée la mission de créer 60 gares en radial avec un métro automatique du Grand Paris, toujours pour accroître la mobilité, faire tomber la barrière du périphérique, etc., etc. Alors là, avoir à l'esprit que depuis 40 ans, on avait laissé totalement tomber les petits grilles du RER, les petits wagons gris, là, et donc les déplacements des franciliens, le million de personnes qui viennent travailler aujourd'hui à Paris, etc., étaient fortement entravés. Alors là, on commence avec une galerie de personnages. Le premier président du Grand Paris, personne ne le sait, c'est l'ineffable André Santini, ancien secrétaire d'État à la fonction publique de Sarkozy dans la même période, président du syndicat des eaux d'Île-de-France depuis 1963, un des grands hiérarques, des oligarques de notre Grand Paris, j'y reviendrai. Circonstance incroyable, donc c'est une loi qui va créer la Société du Grand Paris pour faire le métro. Au début, il nous est dit, sur la base d'études certainement très approfondies, que ça va coûter 16 milliards d'euros en près de 20 ans. On en est aujourd'hui à 36 milliards d'euros. Il y a un rapport de la Cour des comptes absolument effroyable. Et ce qui se passe d'emblée, dans la configuration de cette Société du Grand Paris, elle ne va compter qu'une centaine de salariés. Tout le travail va être externalisé auprès d'un bureau d'études bien connu de nos services qui s'appelle Artelia. On a beaucoup parlé récemment de l'implication de grands bureaux d'études, de conseils américains dans l'histoire de la pandémie. Mais il faut savoir, les gens ne le savent pas, qu'on a nous aussi nos bureaux d'études bien Frenchy, bien hexagonaux. Et Artelia, on est un exemple invraisemblable. Artelia intervient dans le sud-est asiatique pour aider Veolia, en Afrique pour construire des barrages, ils travaillent pour l'État, ils travaillent pour les collectivités, ils font tout en fait. Et donc là, c'est Artelia qui fait tout le boulot. Donc ça donne déjà une idée, on est en plein dans la mondialisation heureuse qui ne s'entend que si on externalise tout au secteur privé. Donc c'est déjà un peu un début d'embrouille. Et alors, autre personnage ineffable aussi, le politique qui a porté la Société du Grand Paris et le Grand Paris sur les fonds baptismaux, c'est un personnage, je trouve, d'un romanesque invraisemblable, qui s'appelle Maurice Leroy. Maurice Leroy a commencé sa carrière politique au Parti communiste français. Il était élu dans l'Allier, il rejoint le centre et de fil en aiguille, il rejoint la bande à Pasqua dans les Hauts-de-Seine et ça va être Maurice Leroy comme secrétaire d'État qui va porter sur les fonds baptismaux cette histoire du Grand Paris en organisant des chasses en Sologne
auquel venaient Don Bartolone et encore tout un tas d'autres oligarques de notre affaire. C'est pour ça que c'est un peu sur le côté romanesque, je trouve ça absolument passionnant. C'est une sorte de comédie humaine comédie francilienne. C'est extraordinaire. Avec son lot de financiers véreux, de Rastignac, de courtisanes, oui. de personnages tous plus crapoteux, les uns que les autres. Absolument. Autres. La suite, ça c'est sous Hollande. Hollande se pique de créer des métropoles, parce que c'est à la mode. Donc ça s'est appelé la loi MAPTAM, le 27 janvier 2014. Et là se joue une scène dans la région parisienne invraisemblable. Nous sommes en 2014. Don Bartolone, le caïd du 9-3, entendait bien arracher la région en 2015. Ça va foirer lamentablement, mais... Et donc, s'ensuit une bagarre au couteau dans les instances internes du PS, entre le PS national, Paris, la ville de Paris, le PS à Paris, et le PS du 9-3. Parce qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à la future métropole, parce que comme Bartho veut prendre la région, autrement il se ferait dépouiller. Donc, baston. Il y a un gâteau à partager, Tout à chacun veut garder sa part. Et c'est là que commence le véritable accident industriel de l'actuelle métropole du Grand Paris. Donc au début, la loi MAPTAM sous Hollande, il devait y avoir 12 métropoles de plein exercice, dont 3 qui avaient un statut tout à fait particulier. Ça rappelle d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, ce dont plus personne ne parle aujourd'hui, la loi PLM de Defer. Paris, Lyon, Marseille, ça va jouer un rôle aussi, mais là, quand on viendra à Hidalgo. Donc, contrairement aux autres métropoles du droit commun en France, au début il y en avait 12, aujourd'hui il y en a 21, la métropole du Grand Paris se caractérise par une absence totale de compétences. Les autres métropoles en France ont une foule de compétences absolument extraordinaires. Et la métropole, c'est une coquille vide en fait, présidée aujourd'hui par M. Ollier, donc qui va voir le jour le 1er janvier 2016. Elle va avoir un accouchement extrêmement difficile. Donc au début 2014, Don Bartho fout le bordel parce qu'à la région, etc. Et c'est tellement mal fait, le compromis qui est trouvé au sein du PS, et c'est la seule dans son cas, la métropole du Grand Paris ne sera accouchée vraiment que l'année suivante à la faveur de ce qu'on appelle la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Et le statut en fait qui va lui être accordé, c'est un statut fantoche de boîte aux lettres. La métropole n'ayant pas les compétences comme les autres métropoles en France, toutes les compétences de droit commun, en fait a un budget absolument ridicule de 30 millions d'euros par an. Il pèse rien, mais il joue un rôle de redistribution de boîtes aux lettres pour distribuer à toutes les communes et aux établissements publics territoriaux qui sont sur le territoire, c'est des faux EPCI, près de 3,5 milliards d'euros de dotations. Alors, un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Et, c'est là j'en arrive un peu à mon dada, donc alors, pardon. C'est du privé tout ça. Ah non, c'est des collectivités territoriales, des regroupements de collectivités territoriales. Et la loi NOTRe avait pour objectif de rationaliser cette organisation. Mais alors donc, la métropole du Grand Paris, qu'on nous présente comme un truc absolument génial, présidé par M. Ollier, vice-président de Mme Hidalgo, etc., c'est une coquille vide. Elle pèse rien. C'est une boîte aux lettres qui distribue du pognon, qui n'a aucune compétence. Ça n'empêche pas qu'il y ait une bagarre terrible pour y siéger, pour avoir une vice-présidente. Et là, ça s'inscrit dans un contexte où il y a une singularité de la région parisienne dont personne ne parle jamais. En gros, ce sont les grands fantômes. Ce sont les grands syndicats techniques franciliens qui n'existent nulle part ailleurs en France. Dans la région parisienne, depuis le début du XXe siècle, ont vu le jour des grands syndicats techniques, il y en a 8 aujourd'hui, qui s'occupent de l'eau, de l'assainissement, du déchet, des chauffages, de la propreté, des nouvelles technologies, du gaz, etc. Et qui sont, à mon sens, je ne suis pas le seul, les véritables acteurs de l'aménagement urbain. Et ça, ce sont des acteurs évidemment privés. Alors non, là ce sont des syndicats mixtes, interdépartementaux, mais qui délèguent tout au privé, voilà. Et qui sont aujourd'hui tous dans les mains de la droite. Et selon le sénateur Dallier, UMP... Ce sont des distributeurs de prébendes publiques. Absolument. Et dans l'ombre, ce sont eux qui orientent tout l'aménagement urbain, dans tous les domaines,
qui échappe donc aux élus, à nos représentants, etc. Et il y a une forme de rapprochement aujourd'hui entre ces différents syndicats, et ce sont des acteurs de l'ombre, de personne ne parle jamais, personne ne connaît. Bon. Alors, ensuite, comment la mécanique du Grand Paris, après j'en ai plus pour longtemps pour mon exposé liminaire, le 1er janvier 2016, élection du président et des vice-présidents. Enjeu majeur pour Anne Hidalgo à l'époque, puisque... Président et vice-président du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris. Même si c'est une coquille vide, Anne Hidalgo va... Et surtout, c'est un poste qui permet d'avoir de l'influence et du pouvoir. Alors, précisément, la stratégie d'Hidalgo. Nous sommes le 1er janvier 2016. Madame Hidalgo, à France Inter, au début janvier 2014, alors que personne ne lui demandait rien, a inventé qu'on aurait les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Oui. Elle était à ce moment-là déjà dans une trajectoire pré-présidentielle. Elle annonce les JO. La métropole du Grand Paris va se mettre en place. Elle va négocier avec l'affreux Don Santini, ennemi juré de la ville de Paris, haute Paris public, etc., qui la trouve tout à fait aimable par rapport à Nostrat avant, celui qui me l'a dit. Et donc, elle négocie avec lui. Je ne vais plus t'emmerder pour l'eau publique sur le territoire du CEDIF, mais je suis la première vice-présidente aux affaires internationales. C'est ce qui lui a permis ensuite de monter avec le maire de Londres, le C40, les grandes villes mondiales, etc., etc. Et c'est pourquoi elle tient tellement à son poste de première vice-présidente, parce qu'on est là aussi avant la fameuse COP21. Donc là, il y a toute une logique opératoire, et ce qui va se passer, petit incise sur Madame Hidalgo, ce dont à mon sens on ne parle non plus pas suffisamment à tort, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la mandature de Monsieur Delanoë, la première mandature de Madame Hidalgo, on voit apparaître le Baron Noir. Qui est le Baron Noir? Jean-Louis Missika, l'âme damnée d'Anne Hidalgo. Alors Jean-Louis Missika parcourt d'abord dans l'audiovisuel, ensuite il a mis la main, il s'est fait nommer dans tous les conseils d'administration des universités, des instituts de recherche de la région parisienne. Et ensuite il devient l'adjoint de Madame Hidalgo en charge de l'urbanisme et en charge du Grand Paris. Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika ont vendu Paris aux promoteurs. Et désormais, le fil rouge, on retrouve la même logique, les mêmes acteurs, d'abord à Paris avec Hidalgo et Missika, ensuite dans le Grand Paris, parce que la réalité du Grand Paris avec les nouvelles gares, c'est la logique opératoire, c'est la spéculation foncière et immobilière. Quand on regarde les 60 nouvelles gares en construction, le prix du foncier mais a explosé dans des proportions absolument hallucinantes. Cet aspect du Grand Paris, je crois que plus personne n'est dupe et tout le monde a compris la grosse entourloupe derrière cette histoire. Oui, mais ça s'accompagne d'un discours mystificateur bien sûr. À destination d'un public écolo, bobo. Tout va se faire. C'est les clients, hein, c'est eux qui vont acheter. Exactement. Enfin, toutes les anciennes friches urbaines. La partie du bobotaria, évidemment pas le lumpen bobotaria qui lui... Alors là, du coup, cette logique opératoire, moi j'ai accordé un peu d'intérêt aussi. Je considère que tous ces phénomènes, ces mouvements-là, sont de plus en plus, parce que c'est quand même très compliqué qu'en cartographie, sont de plus en plus opaques. Alors il y a quelque chose dans notre façon de vivre contemporaine. Bon, je travaille davantage en province qu'à Paris. Même encore aujourd'hui, quand on est en province, on va au conseil municipal, on s'intéresse à la vie locale. À Paris et dans la région parisienne, on peut faire un micro-trottoir, on ne trouvera pas une personne qui va au conseil de Paris, qui s'intéresse à la vie locale, etc. Et on a donc ces deux phénomènes convergents, si j'ose dire, presque une disparition totale de l'implication dans la vie publique, la mise en place d'un système clientéliste absolument insensé. Pour l'anecdote, lors des dernières municipales, parce qu'on avait compris que Hidalgo n'est pas tellement ma tasse de thé, c'est moins qu'on puisse dire, j'ai proposé un hebdomadaire, on l'avait déjà évoqué, de se livrer un petit travail qui est facile aujourd'hui, mais il faut investir un peu d'argent. Hidalgo a mis en place un système clientéliste absolument insensé. Elle l'a développé. Il existait déjà pas mal. Elle l'a développé de manière colossale. Dans chaque arrondissement,
il y a des conseils de quartier, des budgets participatifs, etc., etc. Arrosé d'un pognon dingue, ça a donné naissance à un nouveau genre, à un nouveau type d'association. Ces associations sont créées par ceux qui les créent pour les faire vivre. Donc, sont arrosées d'argent public, reçoivent des subventions absolument colossales. Avec un ami, on a estimé simplement dans le 18e arrondissement, sur une année, ce que ça pourrait présenter. Et par extrapolation, et donc il faudrait, mais il n'y a aucun acte. C'est relativement... Alors, excuse-moi, parce qu'ici, nous sommes dans le quartier, le 14e, où, d'après des statistiques qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, nous avons la plus forte densité d'associatives de Paris, donc de France, et de clientélisme associé. Alors, et c'est assez facile de se rendre compte. Il suffit d'aller assister, alors c'est extrêmement barbant, mais enfin, avec un bon coussin, un fauteuil et peut-être des écouteurs, mais il suffit, on n'est même pas obligé d'aller y assister d'ailleurs au conseil d'arrondissement. Je sais. Il suffit de regarder l'ordre du jour. Oui. Et on a la liste des subventions, des prébendes, des associations, etc. Donc, il suffit de totaliser tout ça, de voir de qui il s'agit, de faire une petite enquête sur ces trucs-là, et de regarder un an après ce qu'elles sont devenues. C'est tout à fait édifiant. Et de demander des comptes, parce que quand une association de ce type reçoit une subvention, la loi prévoit qu'il y a une convention qui doit être signée et que l'association doit ensuite rendre compte. Alors, j'ai regardé les statuts de dizaines d'associations, etc., mais j'ai pas fait... En fait, il faudrait investir quelques milliers d'euros. Je précise que dans l'enquête que je t'encourage et que je suis prêt à conduire avec toi ou à contribuer, il y a eu un gros couac dans ce dispositif PS Hidalgo, enfin ex-Delanoë Hidalgo, c'est quand Pécresse a pris la région. Parce que, y compris pour tout ce tissu de clientélisme associatif de tous ordres, mais principalement culture, accompagnement, pseudo-action sociale, et ainsi de suite. C'est quand même les gros bataillons. Tout à fait. Eh bien, il y a quand même aussi, il y avait un gros morceau je dirais l'essentiel du budget, du moins pour les plus grosses d'entre elles, donc qui ont beaucoup de salariés, donc qui constituent l'essentiel des troupes, y compris électorales du PS parisien, enfin qui constituaient. Les sous venaient beaucoup de la région, donc de Huchon, avant Pécresse. Et quand ils ont perdu ça, ça a commencé à devenir beaucoup plus serré. Donc, il va falloir regarder l'impact que ça a. Tout à fait. Et le conflit avec Pécresse. Mais ça constitue un système clientéliste et électoral, moi qui me rappelle le Marseille de l'entre-deux-guerres, Carbone, Spirito, enfin, c'est de cette dimension-là. Et donc, du coup, on a toute une fraction de la petite bourgeoisie urbaine, intellectuelle, urbaine, et surtout le rejeton, je les appelle le peuple des terrasses, moi, qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que de cette manne d'argent public. Nous avons trouvé avec le camarade Garnier, le camarade Garnier avait proposé la dictature du bobotariat, le bobotariat avait proposé la dictature, et je lui ai proposé le lumpen bobotariat, pour qualifier cette sociologie-là, ces couches sociales sauf que c'est pas le lumpen. Ce sont des gens éduqués, ce sont des gens qui ont tous Bac plus 5, etc., et qui occupent des emplois absolument improbables, c'est-à-dire que... C'est le parasitisme généralisé. Terrible. Parasitisme social. Et donc, on va avoir une espèce de start-up à la con, où il va y avoir, par exemple, une Chief Happiness Officer, une charmante jeune femme qui va s'occuper du bonheur des nouveaux esclaves qui sont là. Alors, autre exemple, après l'histoire des JO. L'histoire des JO, c'était donc une stratégie d'Hidalgo à partir de 2014. 2014, le PS est déjà en mauvais état, Macron n'est pas encore arrivé. Elle anticipe, elle se projette. Si j'ai les JO, j'aurai une place à la MGP, ce qui a marché, à la métropole. Ensuite, je vais faire un max de pubs sur les JO et ça va m'aider pour me propulser jusqu'à la présidentielle. Je crois qu'aujourd'hui, la séquence ne marche plus parce qu'il y a eu l'accident Macron, mais là, il y avait toute une logique opératoire qui était en route. Et donc, il y a eu une alliance objective autour des JO nouée avec Macron, entre Macron et Hidalgo. Alors, on l'a bien vu, y compris dans la manière dont y compris le Parisien rendait compte bien sûr. de la vie politique parisienne. Il y a une orientation devenue subitement très favorable à Hidalgo. Et là, il y a une affaire que, alors à titre professionnel, j'ai été amené à suivre de ces près parce que c'est dans mon domaine. C'est l'annonce absolument démentielle qu'on va se baigner dans la Seine en 2024. Voilà. Alors là, il y a eu une campagne mensongère en tout point de propagande éhontée.
qui s'est assise sur l'organisation chaque été au bassin de la Villette de baignades publiques, soi-disant impeccables et tout machin. Or, Festive. oui, l'histoire des baignades en Seine, c'est un mensonge, mais absolument sidérant. On ne pourra jamais, dans le respect des réglementations en vigueur et surtout d'une directive européenne qui s'appelle la directive baignade, pour pouvoir se baigner en respectant les normes de cette directive européenne, il faut 4 ans avant la date prévue que chaque année on organise des prélèvements selon un rituel extrêmement normalisé qui montre de manière indubitable qu'on ne dépasse pas un certain seuil d'Escherichia coli et d'Enterococque. Or, on n'arrivera jamais pour les raisons que voici. Depuis Napoléon III et Haussmann, Paris se singularise dans toutes les grandes villes françaises et même internationales par son système d'égouts, de réseau d'assainissement, qui présente la particularité de recevoir indifféremment les eaux usées en provenance de nos toilettes, etc., et les eaux pluviales qui tombent du ciel, qui ruissellent sur les chaussées, etc., etc. Et donc, en l'espace de quelques heures, là c'est le grand syndicat, le SIAP, qui a son siège dans le 12e arrondissement, qui a on se croirait dans un avion, une navette spatiale, là. Il pilote avec des automates. En l'espace de quelques heures, quand il y a un orage très fort, le volume supplémentaire d'eau de pluie qui s'introduit dans les égouts est supérieur au volume normal d'eau usée qui transite dans les égouts parisiens. Si on laissait faire, les 4 arrondissements de Paris seraient inondés à chaque otage. Toutes les bouches d'égout sauteraient. Alors, quand je raconte ça aux écolos, ils sautent au plafond. Ce qui fait que quand on se balade sur les rives de la Seine, on regarde sur les murs, là, et on voit des gros tuyaux, là, qui sont là. Et alors, quand il y a un orage, il y a de l'eau qui sort de ces tuyaux. Et l'eau qui sort de ces tuyaux, c'est un mélange d'eau usée et d'eau de pluie non traitée. Et entre Nation et Suresnes, il y a 57 déversoirs d'orage de ce type. Donc, si d'aventure, pendant les JO, il y a un orage, ce qui est tout à fait possible, c'est foutu. Parce que cette eau, elle n'est pas traitée, elle est polluée. Et l'eau de pluie, contrairement à ce que le sens commun nous laisserait à penser, elle est parfois plus polluée que les eaux usées. Parce que sur les toitures, elle se charge en métaux lourds. Sur la chaussée, elle ruisselle et se charge en hydrocarbures. C'est une catastrophe. Et donc, c'est cette architecture historique héritée de l'ingénieur Belgrand qui constitue un des obstacles majeurs à une bonne qualité de l'eau de la Seine, surtout auprès du Trocadéro. Mais c'est pas fini. Après ça, il y a en amont de Paris, le département du Val-de-Marne et aussi la Seine-Saint-Denis, qui compte, personne ne sait le montant précis, près entre 250 000 et 300 000 mauvais branchements d'évacuation des eaux usées. Ce qui veut dire que depuis un demi-siècle, à chaque fois qu'on a construit un pavillon dans le Val-de-Marne, le mec qui construit, il n'a pas les bons plans, puis il s'en fout. Il veut évacuer les eaux usées de la maison, ça fait partie de son marché. Il va chercher sous le trottoir le premier tuyau qu'il trouve. Mais il y en a donc une quantité phénoménale, entre 250 000 et 300 000, qui sont mal branchés. Et il faudrait donc, pour assurer une bonne qualité des eaux, puisque ces systèmes vont ensuite se rejeter dans la Marne et dans la Seine et viennent donc encore à Paris où soi-disant il doit y avoir les baignades, ça représente un travail mais absolument colossal. Pour le seul Val-de-Marne, il faudrait investir 300 millions d'euros. Il faudrait mettre des gens... Alors je connais le service parce que j'ai travaillé pour eux. Il y a 2 personnes qui s'occupent de ça en faisant des tableaux Excel. Il n'y a pas de mecs qui bossent, ils n'ont pas le pognon et il n'y a pas l'instrument juridique qui permet de le faire. La meilleure preuve, il y a 3 mois, un arrêté signé de M. Castex, qui connaît le sujet, parce qu'il a été préfigurateur des JO avant d'être Premier ministre, actant que malheureusement on ne dispose pas disons, des éléments juridiques qui permettraient de faire ces travaux. Donc un décret est paru qui reporte la responsabilité sur le propriétaire qui va devoir payer. Et donc c'est 5 à 10 000 euros. Donc là on est totalement bloqué. Alors qu'ont fait nos admirables édiles parisiens, là c'est Bloel, Hidalgo et toute la clique, ils ont pris pour cible les bateaux logements qui sont sur la Seine. Ça c'est particulièrement dégueulasse. Il y a près de 200 bateaux logements. Alors, la moitié c'est des riches, la moitié c'est pas des riches. Donc les bateaux logements, c'est les mecs qui achètent des péniches, qui vivent dedans, etc. Bon, je les connais, je copains avec eux, il y a une association. Et pour essayer de camoufler leur impéritie et leur mensonge sidéral, ils leur ont mis une croix dans le dos et ils ont dit c'est ces bateaux qui polluent.
Donc ils ont inventé, avec Aropa, port de Paris, et vous allez voir l'arnaque, ils ont inventé donc de les cibler, de dire on va organiser sur les rives de la Seine des prolongations du réseau d'égouts, les péniches devront obligatoirement se brancher dessus et rejeter les trucs là-dedans. Résultat, c'est un investissement de 20 millions d'euros qui non seulement ne sert à rien, puisque le total de la pollution générée par les bateaux-logements, c'est 1,5% de la pollution totale qui vient de l'eau de pluie, qui vient d'ailleurs. Et là, l'association, ils sont très sympas, hein, des mecs des bateaux-logements, ils ont mobilisé un bureau d'études que je connais, qui sont très bien, ils sont les rares parmi les honnêtes de la profession. Ils ont cherché un truc alternatif. Et ils ont été très malins, inventifs. Ils ont imaginé un petit radeau pour faire de la phytoépuration qu'on attache à l'arrière du bateau-logement. Et donc, on refait un peu les circuits à l'intérieur, on met des toilettes sèches, on envoie les eaux grises et les eaux usées sur l'espèce de petit jardin qui est sur l'espèce de petite péniche, et tout va bien. Ils se sont fait démonter, parce qu'il y a... Pas une subvention. Ah non seulement. Niet, que dalle. Cette association-là n'est pas... Ah non, allez vous faire voir, c'est vous les responsables et tout. Et alors, à chaque fois qu'il y a une communication officielle, les bateaux-logements, mais c'est une infamie de faire ça, quoi. Alors, ajoutez à ça, qu'il y a encore pire que ça, dans le genre gaspillage d'argent public qui sert à rien, pour régler ces questions d'eau pluviale adventiste depuis très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, Paris, le Siaap, le Val-de-Marne ont construit ce qu'on appelle des tunnels réservoirs. Les tunnels réservoirs ont construit sous terre, là c'est entre Bercy et l'autre rive de la Seine, 2 immenses tunnels réservoirs qui peuvent recevoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau usée et d'eau pluviale. C'est un stockage tampon, on appelle ça. Donc quand il y a la première lame de l'orage qui arrive, on va stocker avant de rejeter dans la Seine, pour laisser le temps à la Seine de diluer, etc., pour éviter un coup de pollution trop fort. Sauf que ces deux, ça s'appelle TIMA 1, TINA 2, qui sont donc de Bercy, de l'autre côté en face. Ils ont été construits il y a 20 ans, ils ne marchent pas. Ils sont ensablés tout le temps, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'ils ont imaginé d'en construire un troisième ? Alors, vraiment, encourager. Mais une impéritie. Ça, c'est Hidalgo, ça. Oui, c'est Hidalgo, mais là, elle reprend la rhétorique traditionnelle. Tu sais, c'est ça marche pas, mais c'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Puisque ça marche pas, il faut redoubler le truc. Alors, ça, c'est Valls qui nous avait expliqué ça, mais après bien d'autres. Par exemple, là, à propos où est-ce qu'ils ont... Du pacte de responsabilité. Ça marche pas, on va redoubler la mise. Voilà. Et là, c'est parce qu'on a joué petit bras. Au début, ils ont voulu le faire, ça a déclenché un bordel absolument innommable, sous pas le Jardin des Plantes, mais le Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, bronca, les mecs, pas question, vous allez tout pourrir, nous écrouler, rien du tout. Après, ils sont partis vers l'hôpital, en bas d'Austerlitz. Et les travaux ont commencé. 80 millions d'euros pour que dalle. Et alors, moi, je suis sur la piste parce que j'arrête pas de les emmerder avec ça. Ils sont pas perdus pour tout le monde. Ah, justement. Voilà. Comment se fait-il que ces travaux ont bénéficié d'un financement de la mairie? Quel est l'élu en charge dans l'actuelle mandature d'Hidalgo, la dernière? Non. Il n'y a pas d'élu en charge de l'assainissement. Ah, donc, non, c'est pas Dan Lert. Non, Dan Lert, il ne s'occupe que de l'eau potable. Il suffit d'aller sur le site de la mairie de Paris. Alors, qui prend cette décision? J'avais repéré... Oui, mais alors, qui prend cette décision? Mystère. Mystère. Ah ben, mystère, on ne sait pas. Mais quand même, les budgets ont été alloués. Exact. Les travaux ont commencé. Les travaux ont été engagés. Ça ne servira littéralement à rien. La ligne budgétaire de 80 millions d'euros qui a été votée, elle est au minimum le double du coût réel de l'infrastructure. Ah. Donc, ben oui. Mais alors, sur ce terrain-là, personne ne va enquêter. Personne ne sait que ça existe, même tout ça. Donc, là, maintenant, ça va se savoir. Ben ça fait un moment que je m'agite pour le faire savoir. Alors, rassure-toi, ça va se savoir. Alors, et pour finir, 5e, parce que donc le COPIL, là, il y a une énorme machinerie bureaucratique qui s'est mise en place pour arriver à avoir des conditions pour la baignade dans la Seine. Donc, c'est présidé
par le préfet, le préfet coordonnateur d'Île-de-France, le monsieur qui était chez Macron, qui a été viré, Marc Guillaume, et qui a eu des soucis parce qu'il était très copain dans l'affaire, machin et tout. Bon, bref. Marc Guillaume. Ce bon Marc Guillaume. Alors c'est lui qui pilote aujourd'hui. On l'a recasé. Voilà, on l'a recasé là. Recasé sur le... Ah oui, le Grand Paris, déjà, c'est un truc pour recaser un peu tout le monde. Il faut voir le nombre de gugus qui ont été recasés là-dedans. Mais la baignade, l'histoire des baignades, qui apparemment sont confondus avec les noyades dans la Seine. Un peu. Plutôt de ça d'ailleurs, de baignade. En parlant sérieusement, les opérations de propagande mensongère conduites depuis des années, chaque année, au bassin de la Villette, avec une communication effrénée de la mairie, Bloel et compagnie, ont conduit à... Si. C'était elle qui était... Elle fait peut-être des efforts, mais les résultats sont maigres. Non. Ça a contribué à ce que, dans l'opinion publique, parce que ça a été pendant des années un matraquage éhonté. Le Parisien, le journal gratuit à l'entrée du métro, FR3, il faut savoir... Personne ne le sait, ça. Combien de gens travaillent à la communication de la mairie de Paris? La communication. 100. Il y a 100 personnes qui sont payées pour faire la com de la mairie de Paris. Et ça sert à quoi? Alors, ça sert à tisser des liens avec tous les médias. Il y a un effet générationnel, un effet copinage à tout va, on s'invite au restaurant, etc. Donc, en fait, il y a une connivence incroyable, ce qui conduit à ce que l'exercice critique des activités de la ville de Paris par les médias est à peu près inexistant. Les articles qui paraissent, parce que comme je suis cette affaire depuis... Ce que tu dis est vrai, mais il y a eu une période... au début, le bashing d'Hidalgo, avant que justement elle s'acoquine sur la base du projet olympique, avec la Macronie, où le Parigot, le Parisien libéré, était quand même assez sévère, ou en tout cas volontiers critiqué. Là, c'est fini. C'est fini, ça. Il n'y a plus que du... Alliance... On sert la soupe à l'heure de journée. Là. Du matin au soir. Je pourrais vous citer... je pourrais vous citer les noms de tous les grands titres, etc. D'ailleurs, accessoirement... Oui, pas que le Parisien, bien sûr. Mais de mémoire, je n'ai pas souvenir d'un seul article critique de Madame Hidalgo et de ses folies, ni dans Le Monde, ni dans Mediapart. Jamais. On ne va pas rêver. Mais si, quand même. Bien sûr. Oui, mais la raison... La raison, c'est qu'en fait, tant Le Monde que Mediapart ont des intérêts tout à fait directs avec la mairie de Paris, des intérêts immobiliers. Le Monde a construit son nouveau siège et a acheté le terrain à une société d'économie mixte à un prix qu'on peut considérer comme un prix d'amis. Et le moustachu travaille depuis des années sans succès jusqu'ici, il avait failli trouver un truc près de Charonne là-bas, un grand centre des médias alternatifs, interplanétaires et compagnie. Donc, comme tous les deux, ils ont ce lien foncier et immobilier avec la mairie, hors de question de critiquer quoi que ce soit. Et alors, moi, c'est presque un biais cognitif, comme je suis toutes ces affaires-là. Donc, dès qu'il y a un article qui parle de etc., jamais critique, jamais. C'est sans doute au niveau des généreux donateurs mécènes de ces groupes de presse, celui du moustachu, moi j'appelle Plexiglas, en hommage à Tintin, donc nous avons retenu Plenel, et où le groupe Télérama, Le Monde et compagnie, derrière Yaniel. Alors justement, j'avais oublié tout à l'heure... qui est également très impliqué dans de faramineuses opérations à la fois de com et de promotion immobilière, de la ville de Paris ou de la banlieue proche. J'avais oublié tout à l'heure, pour moi, qui est un des personnages les plus sulfureux, M. Jean-Louis Missika. Les gens ne savent pas que M. Missika était à l'origine de la création de l'Empire de Niel. Avant le Minitel porno à Strasbourg, tout ça, Missika a détenu pendant très longtemps, sans doute encore, un paquet d'actions de la création de l'Empire de Niel. Donc ça montre quand même des liens... Il y a quand même des conflits d'intérêts. À tous les étages. Les conflits d'intérêts au sens pénal, parce que ce sont des intérêts malgré tout très convergents. Absolument. Et alors, le dit Missika, moi j'appelle le Baron Noir, parce que ça lui convient très bien. Il y a une photo extraordinaire
lors de l'annonce des résultats la dernière fois. Il y a Hidalgo qui est là, je l'ai gardé, c'est génial. Hidalgo est là, Grégoire, le petit machin, est à côté, et de l'autre, il y a Micica, qui veut à tout prix lire ce qu'elle va dire, mais ça se voit, il se penche, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu le doc avant. Donc, ça veut dire que son sort est déjà réglé, hop, dégage. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'il n'est pas... Alors, rappelez que M. Micica est à l'origine de la série absolument fastueuse des réinventés, de l'urbanisme moderne. Réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer le Grand Paris. En violant toutes les règles d'urbanisme existants, ils ont, pour vendre Paris aux promoteurs, inventé un nouveau modèle. Alors, il y a à la fois l'urbanisme transitoire. La ville détient, par exemple, une friche. Alors, soit avant, on faisait une ZAC, maintenant, on fait des concours. On fait des concours pour réinventer. Il y a un jury qui va être mis en place. Et donc, réinventer, ça veut dire qu'on fout en l'air toutes les règles d'urbanisme. On fait table rase. Et on invente des nouveaux modèles. Et en mettant en place, c'est là qu'on retrouve notre clientèle de bobos, de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire quand on récupère un vieil hôpital, un machin et tout, qu'on va le fourguer au promoteur, eh bien on met sur place, ça évite d'ailleurs d'avoir des squats de Roumains, de ce qu'on veut, on va faire appel à nos gentils bobos qui vont installer des cantines à quinoa, transitoires, tout ce qui peut être transitoire, quoi. Y compris d'ailleurs les coronapistes. Absolument. Sont dans cette ligne. C'est tout à fait dans le genre. Et ça, on ne mesure pas encore l'impact qu'a pu avoir sur l'urbanisme parisien, sur les manières de concevoir l'aménagement de la ville, du territoire, l'impact évidemment tout à fait délétère des pratiques de notre baron noir. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes. J'ai appris que, comme Enfin, lui, il a été mis au rencard, si je comprends bien. Il est alors, sur le point de l'être. Ah là, ça y est. Oui. Alors, pour quelle raison? Moi, j'ai une vague hypothèse de travail quand même. Quand on sait que M. Micica a fait l'acquisition d'un petit pied-à-terre dans le 16e pour un prix tout à fait modeste de 5 millions d'euros, soit il a revendu ses actions de Niel du début, soit ce qui pourrait justifier qu'il y ait des investigations conduite sur les pratiques en matière d'urbanisme à la mairie de Paris, ce qui pourrait expliquer sa disparition du paysage. Et alors, il y a un autre élément aussi pour ajouter au tableau, si j'ose dire, c'est un peu annexe dans tout ce qu'on a dit, mais pas tellement. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe quand j'observe Paris, au cas d'espèce. Hein. La ville de Paris témoigne d'un brio absolument éblouissant en plantant tous ses marchés publics. Ce qui coûte à la ville des centaines de millions d'euros. Ils ont foiré le marché de Vélib. Ils ont foiré Autolib avec Bolloré. Ils ont foiré le truc de l'éclairage public. Ils sont en train de foirer le truc de la CPC. Il y a un miracle absolu. Le service des marchés de la ville... Quand tu dis foirer, quelles sont concrètement les conséquences? Enfin, alors, les conséquences... les entreprises... Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences? Par quel je ne sais mystère, quand la ville de Paris fait un appel d'offres. Donc il y a un marché qui est conclu, qui est une entreprise privée, pour des sommes quand même extrêmement importantes. On parle de centaines de millions d'euros là. Et là, de manière récurrente, ces dernières années, tous ces marchés débouchent sur les contentieux avec les entreprises, contentieux que les entreprises gagnent à chaque fois. Donc ils doivent payer les pénalités. La ville doit payer à l'entreprise. Oui. Donc là, moi, c'est un mystère absolument insondable. On en a beaucoup parlé à propos des Autolib et Vélib, Autolib, l'éclairage, la CPC, tous, les foires, tous. Et surtout quand on voit, par exemple, l'Autolib, qui a même carrément été remplacé par rien du tout. Oui, exact. Et les Vélib, on a vu le résultat. Exact. Donc, des trucs qui étaient certainement améliorés. Mais l'Autolib, par exemple, ça rendait déjà bien des services et on pouvait faire sans doute mieux, mais c'était déjà pas mal. Là, rien. Donc ça constitue... Et ça a coûté donc la peau des fesses aux contribuables parisiens. Absolument. Ce qui explique l'endettement aujourd'hui qui atteint près de 9 milliards d'euros. Bon, même si la note est encore correcte et tout, mais tout ça, ça constitue pour moi, en observant simplement ce qui se passe dans ces différents domaines, des véritables interrogations
sur le fonctionnement de cette institution parisienne. Alors, je reviens un instant. Cela dit, ça n'a pas commencé avec Hidalgo. Non, hein, mais, c'est le moins qu'on puisse dire. mais ça a pris des formes innovantes, c'est le cas de le dire. Oui, oui, ils sont innovants et créatifs. Ils sont terriblement innovants et créatifs dans la manière de lancer des appels d'offres, de faire de l'urbanisme transitoire, Ah oui, etc. tu as vu, pour régler les problèmes sociaux, parce que quand même de temps en temps ils s'en préoccupent, des problèmes sociaux sérieux, c'est-à-dire de vie pratique, d'existence matérielle quotidienne, ils ont deux solutions, en tout cas si j'en juge par ce qui se passe dans le quartier, c'est il y a deux mamelles, Oui. c'est compostage et végétalisation. Alors voilà, là, ça c'est les deux manières de régler l'ensemble des problèmes d'urbanisme, de voirie, de propreté, les problèmes sociaux, les problèmes de délinquance, compostage et végétalisation. Il y a un problème, on va vous végétaliser le truc, ou on va vous mettre au compostage. On va vous composter tout ça, vous allez voir, ça va marcher beaucoup mieux. Je ne peux pas vous en donner le détail exhaustif, mais j'ai une petite base de données un disque dur, tout c'est bien conservé, que j'ai appelé les folies Hidalgo. Et ça fait des années que je documente, dans la presse complice, là, mais des histoires sans queue ni tête. Il y a une nana sortie de nulle part, qui récupère une espèce de barcasse, qui met quelques plantes et tout, et je vais dépolluer le canal de l'Ourcq, quoi. Et qui reçoit grassement des subventions. Il n'y a que des trucs comme ça. De temps en temps, il raconte les trucs un peu spectaculaires et ridicules, genre les sanisettes écolos. Ah, admirable. Les petits à la trucs, chapelle. les petits Oui, trucs oui, oui, oui. ridicules qui ont Oui. malgré tout pas coûté des fortunes. C'est vrai. Mais c'est pour oublier Non, mais- les pertes colossales engagées dans des Absolument. trucs de charlatans. Ah, tout à fait, Des tout à fait. Oui, mais- sornettes grotesques. Oui, mais en même temps, ça correspond exactement au nouveau corpus théorico-écolo, ça correspond aux attentes de leur base de masse, et maintenant il y a une espèce de machine infernale qui s'est mise en place. Le service de la propagande hyper puissant de la mairie saute sur le moindre de ces colifichets, en fait des tonnes, enfin, etc. Ah mais bah, c'est une machine folle. On en a eu notre plein, Mmh. notre content, mais un des plus beaux dans le genre grotesque, bon, c'était une petite échelle, mais on l'a beaucoup documenté, je t'en donne des éléments, c'est les fameux passages piétons 3D Oula, qu'ils avaient mis pour remplacer les feux. d'accord. Alors là, c'est gratiné. Alors ce qui est très amusant, je vais être très bref, c'est que il y a eu un enthousiasme de la presse, et notamment du Parisien libéré, des associatifs locaux, pour nous dire c'est formidable, c'est merveilleux, c'est une innovation extraordinaire. Alors j'invite les gens qui vont regarder cette vidéo, je mettrai un petit lien avec les reportages qu'on a fait sur cette imposture complètement grotesque des passages 3D. En revanche, il y a quelque chose qui, moi, constitue le fil rouge de tout ça, depuis le début, depuis Paris en soi, avec le Baron Noir, le Grand Paris, etc., c'est la spéculation foncière et immobilière. Jamais, Oui, là, on rigole pas. jamais les acteurs du BTP, selon leur propre dire, parce que j'ai des contacts dans le camp adverse, chez les méchants du BTP, les mecs m'ont dit, on s'est jamais autant goinfré que depuis qu'ils sont là. Mais c'est leur propos, hein. Les mecs, ils en peuvent plus, quoi. C'est un truc... Et un exemple, en amont, pour justifier tout ça, il y a des études très sérieuses qui ont été conduites par des services de l'État sur les perspectives d'évolution démographique du Grand Paris. On triche à outrance, on multiplie par 2, des trucs complètement folichons et tout. Il y a quelques jours, Gilles Lingard de Mediapart, quoi, Mediapart fait parfois des choses de bien, vient de lancer une série d'enquêtes sur la question du béton à Paris et autour du Grand Paris. Sur le territoire du Grand Paris existe déjà aujourd'hui 59 centrales à béton qui sont alimentées par des barges qui viennent du Havre, qui remontent la Seine et qui nous amènent du gravier, etc., et du sable, tout ça. Bon, ça conduit à quoi? Alors, en 2018, on a fabriqué 4,25 millions de mètres cubes de béton sur l'espace du Grand Paris. Au-delà des 59 centrales à béton qui ressortissent d'une catégorie qui s'appelle les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, il doit y avoir déclaration de préfecture, etc. On en a 190 qui ont été construites beaucoup plus petites pour passer au travail des mains du filet du contrôle de l'État. Donc ils ont de la ressource, les mecs. Et alors, on a en gros, sur le territoire de la métropole, une surcapacité de 50%. Ça, c'est aussi ce qui va alimenter
dans le 9-3, les travaux des JO, etc., etc. Alors, question que ça pose, où est-ce qu'on va fourguer les déblais? Alors on nous promet, là, dans le verbiage écolo, que c'est grâce à des péniches qu'on va avoir toutes les certifications possibles et imaginables, que tout ça va être parfaitement reconditionné, qu'on va... Pas du tout. On va payer des escrocs qui ont des flottes de camions, on va aller les fourguer en loose day, en Seine-et-Marne, qui débordent déjà de dépôts sauvages. Sans compter, et il y a eu un peu d'actualité l'été dernier autour de ça, des riverains qui se sont émus, qui ont pris des photos, les camions de Lafarge, les toupies de Lafarge qui rejetaient tout dans la Seine. Aucune sanction. Aucune sanction, pris en flag, rien. Bien sûr, bien sûr. Alors, du bruit, des poussières, des particules fines, etc. Donc cet article de ma consoeur, là, avec qui on a... Enfin bref, pas mal, quoi. Et alors, exemple de l'imposture écolo-compatible. On nous dit donc, voilà, on a désormais convenu que pour les travaux du Grand Paris, et a fortiori pour les Jeux Olympiques, tout va venir par des barges depuis Le Havre, etc. Mais il y a un axe Le Havre-Paris. C'est ça. Hein, Édouard Philippe Hidalgo, là, c'est... Allez faire un tour à l'avenir. Bonneuil-sur-Marne. C'est le port où arrivent toutes les barges, au-delà des empreintes des bétonneurs. Bonneuil-sur-Marne, par jour, 4500 camions. Parce que c'est le port de Bonneuil-sur-Marne, de port de Paris, et c'est là qu'arrivent toutes les barges. Celles qui ne sont pas arrêtées, celles de Lafarge, quoi. 4500 camions. Donc, imposture totale. On nous raconte du baratin. Oui, le dernier kilomètre, la ville a fait des accords avec Carrefour et Casino, qui va amener tout par bateau. Et après, on aura des petites camionnettes électriques et tout. Foutage de gueule. Moi, à vélo. Oui, alors, moi, j'habite... On va balader le béton à vélo. On a les coronapistes, c'est pas pour rien. J'habite à Ménilmontant. Tous les matins, tu as entre 5 et 8 35 tonnes qui stationnent devant les supermarchés, etc. Comme en haut, Hidalgo, dans le prolongement des travaux rue des Pyrénées pour virer les bagnoles, mettre des vélos, ça fait 1 an que la rue de Ménilmontant, tout le monde gueule, il y a des affiches partout et tout. C'est impossible, tu vois. Elle est pourrie, une pollution épouvantable et tout. Donc, quand on regarde un peu l'envers du décor, on se rend compte, je me répète, mais encore une fois, que la ligne directrice, c'est la spéculation foncière et immobilière qui emporte tout sur son passage. Et on a donc une génération parallèle d'un discours lénifiant, totalement mensonger, pour envelopper ça sous les couleurs du développement durable. Tu es trop sévère. Oui. Ce discours que tu qualifies de lénifiant est en fait réenchanteur. Ils veulent être réenchantés. Il est vrai, Ils sont souvent venus me dire ici, tous ces braves gens qui sont la population, malgré tout la clientèle de servitude volontaire, quand même, de tous ces oseaux de nos élus et d'îles municipaux et de l'appareil administratif, c'est que oui, Dominique, toi, Marc Lémé, après beaucoup d'autres, Garnier et d'autres, vous dézinguez tout le monde, donc on a envie d'être réenchanté. Voilà. Alors voilà. Ils en ont pour leur compte de réenchantement avec ce que tu appelles un discours lénifiant. Mais, et mensonger. Voilà, ça leur permet de résilier, tu comprends? Ils peuvent résilier comme ça. Ce que je trouve extrêmement inquiétant, et là j'ai pas de solution quitte à proposer, c'est qu'en fait à travers ça, à travers d'une part cette complexification de l'organisation administrative territoriale, nous sommes désormais quasiment dans l'incapacité de retracer les protocoles de prise de décision. Et ça devient totalement opaque, ce qui est aggravé par le numérique, parce qu'en fait, il m'arrive de regarder de plus près des dossiers, ou même pour le boulot, d'avoir à regarder de près un truc. C'est absolument fascinant de voir comment, en quelques dizaines d'années, les processus décisionnels se sont radicalement transformés. On a une emprise du secteur privé, des bureaux d'études absolument prégnante, et en fait qui influent directement leurs homologues qui sont dans les services publics, à qui ils apportent des solutions clés en main. Et leurs homologues du service public, l'encadrement de haut niveau des services, ce sont eux les principaux promoteurs de la privatisation de tout. Là, je me distingue un peu de certains camarades militants,
Pour moi, ce ne sont pas les élus qui n'en ont pas, les élus n'en ont pas la capacité technique. Les véritables diaboliques intercesseurs, ce sont les gens qui sont en poste de décision dans toutes les administrations publiques et dans toutes les collectivités publiques. Et ce sont eux qui ont été formés comme leurs homologues du privé, ils parlent le même langage, ce sont eux qui sont au contact quasiment quotidien de leurs homologues du privé, des bureaux d'études qui sont les intercesseurs, et ce sont eux qui préparent pour les élus les dossiers qui vont faire l'objet d'un vote. Et ceci, c'est considérablement aggravé pour un autre motif. Ça, personne ne le sait, ça n'intéresse personne non plus. Il existe à Strasbourg un centre qui est nommé l'ENA de la fonction publique territoriale, qui va d'ailleurs être mixé avec la réforme Macron. Bon. L'Institut national des études territoriales forme l'élite des personnels de direction des collectivités locales, qu'on appelle les DGS et les DGA, directeur général des services, directeur général adjoint. Ce sont les gens qui sont à la tête de tous les grands services de la ville de Paris, des collectivités. Par qui sont-ils formés depuis 15 ans à Strasbourg dans l'INET, l'Institut national des études territoriales publiques, par l'Institut de la gestion déléguée, un think tank qui a été créé par toutes les multinationales françaises. J'allais parler de think tank, justement. Voilà. Alors, je te laisse ce think tank, l'IGD, Vinci, Veolia, Thales, toute la clique, a donc un partenariat avec les futurs dirigeants des collectivités locales. Il les forme sur 3 ans. Chaque promotion qui sort tous les 3 ans a été biberonnée par les Attila de la gestion privée, l'Institut de la gestion déléguée, qui leur ont appris, mais ils les croient, puisqu'ils sont venus faire des études, ils ont passé des concours, ils sont là dans une école prestigieuse, ils vont devenir les dirigeants des collectivités locales, et on leur apprend pendant 3 ans, grâce aux interventions de l'Institut de la gestion déléguée, faire le job, que le privé c'est bien, voilà, que le public c'est mal, que ça marche pas, ces fonctionnaires sont des connards, des feignasses, la CGT, blablabla. Bla bla. Et ça, ce type, moi, ça fait des années, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je dénonce ça. Tout le monde s'en fout. À Bercy, il y a une antenne qui a été créée en 2004 avec la nouvelle loi sur les contrats de partenariat qui s'appelle la mission d'appui au partenariat public-privé à Bercy. Donc à Bercy, on a des fonctionnaires qui sont payés avec nos impôts, qui aident les grandes multinationales à monter des projets de PPP. Il n'y a pas du tout l'équivalent pour le public. On pourrait imaginer des partenariats public-public. Non, privé, tout privé. Bon. Et c'est à travers, à mon sens, l'ensemble de ces processus que ça, pour moi, ça provoque... Alors, je passe mon temps à les dénoncer, mais tout le monde s'en fout, ça ne sert à rien. Enfin, je ne suis pas tout seul, mais bon. Ce qui m'inquiète, c'est la capacité aujourd'hui de la population, des citoyens, des contribuables, de la société civile, etc., d'identifier ce genre de dévoiement, d'analyser ce genre de processus et ensuite de se donner les moyens de mobiliser les moyens nécessaires justement pour y faire obstacle. Et ça, je constate qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça a disparu du paysage. Les partis politiques ne le font pas, les syndicats ne le font pas, la société civile organisée ne le fait pas, en grande partie à raison d'un défaut de connaissance. Et c'est là où on retrouve aussi une de mes vieilles obsessions, c'est la formation. La formation tous azimuts, y compris au sein de l'éducation nationale. Tous les processus qu'on vient d'évoquer là devraient impérativement faire l'objet. Mais moi je dirais... Ça s'appellerait l'instruction civique. Voilà. Et bien ça serait une forme d'instruction civique rénovée, mise au goût du jour, qui apporte, alors après les gens font ce qu'ils veulent, qui apporte des informations sur tout ça. Il y a une association active depuis quelques années qui a bien embêté Hidalgo, qui s'appelle l'association La Seine n'est pas à vendre, avec Bernard Landau, etc. Bon, j'ai assez copains avec eux. Ils viennent de publier dans le numéro de juillet d'Esprit un peu un bilan de leur association en racontant leur bagarre et en pointant aussi les limites. Et je me retrouve totalement dans le constat qu'ils font face à des phénomènes de cette nature et de cette ampleur. Il me semble qu'aujourd'hui on est désarmé, malheureusement, qu'il faut se réarmer, qu'il faut se former impérativement pour être à même,
au-delà des incantations, des dénonciations, etc., d'agir activement pour mettre un coup d'arrêt à ces... Voilà, ça me paraît être une bonne conclusion. Et d'ailleurs, cette petite heure que nous venons de passer a un caractère inaugural. Comme tu sais, c'est ce que nous faisons régulièrement à la librairie, de l'éducation populaire d'une manière générale, marxiste de manière particulière. Et eh bien oui, il va falloir quand même faire cesser les maîtres ignorants et la propagation de l'ignorance, de l'abrutissement généralisé. On en voit les résultats dans ce domaine, comme tu le sais, comme dans beaucoup d'autres aujourd'hui. En tout cas, merci Marc. Et à bientôt pour le prochain épisode où nous parlerons d'une autre imposture, mais on glisse le mot quand même pour mettre en appétit nos spectateurs. Ce sera donc la méthanisation. Voilà. Retenez le mot. J'ai un projet de bouquin en cours et que j'ai intitulé Le désastre environnemental et sanitaire qui vient. Voilà. Personne n'en a encore pris la mesure, mais c'est terrifiant. Ok. Merci. On va clore Entendu. ici. Je te remercie. Oui. Okay.